RCN. Le son de la différence. Culture partagée sur RCN. Gilles Le Sauroy. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture partagée où il va être question aujourd'hui de musique et plus particulièrement de violoncelle avec mon invitée Sarah Tanguy. Bonjour Sarah. Bonjour Gilles. Alors, il va être question de musique, bien sûr, je l'ai dit, mais pas que de musique, parce que si j'ai bien compris, ta pratique va bien au-delà du violoncelle et tu développes des projets parfois très originaux. Oui, c'est ça. En fait, je suis violoncelliste indépendante, artiste indépendante, et je travaille beaucoup dans des projets transversaux. Et même, je crois que la musique t'a conduite et va nous amener, nous aussi, sur l'océan. Oui, j'ai eu la chance de collaborer avec un skipper du Vendée Globe, Sébastien Destremo, et on a pu collaborer sur son deuxième Vendée Globe. Alors, c'est dire si nous allons voyager au cours de cette émission. Pour commencer, une question un petit peu rituelle à propos du violoncelle. Est-ce qu'il t'est tombé dessus, comme ça, brutalement ? Est-ce que tu es né avec un violoncelle entre les mains ? En d'autres termes, comment as-tu découvert la musique et le violoncelle ? Donc, je suis la cinquième d'une fratrie de 6 enfants. Ah oui, donc, avec 4 frères et sœurs plus âgés que moi qui faisaient déjà de la musique et des parents en fait qui souhaitaient nous transmettre cette possibilité de faire la musique et d'en faire notre métier. C'est un peu la famille musicale, la famille musicienne de la chanson de Charles Trenet. Ouais, c'est ça. Ils n'étaient pas musiciens, ils étaient mélomanes, des vrais amoureux de la musique. Ouais. Et ils nous ont transmis cet amour pour la musique. Magnifique. Et donc, mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, faisait du violoncelle. Donc, je pense que petite, j'allais à ses cours. Oui. Et quand on m'a dit « Et toi, tu veux faire quoi ?» À 5 ans, j'ai dit du violoncelle. Parfait, ben dis donc. Ça, c'est vraiment une immersion dès le plus jeune âge, alors. C'est ça, dès le bébé. Donc, tu as su jouer avant même de savoir lire la musique, j'imagine. Je pense que sans m'en rendre compte, oui, je devais observer mes frères et sœurs et assister aux cours. Et j'ai imprégné les notes aussi, les airs de musique. On allait beaucoup en concert aussi, toute petite en fait, avant même de savoir lire et écrire. Et oui. Et alors, dans la famille, tout le monde est devenu musicien professionnel, comme chez les Jackson, ou toi et d'autres peut-être seulement avaient suivi ce chemin-là ? Donc on est 4 musiciens professionnels sur 6, ce qui est un exploit. Oui. Quand on connaît le parcours des musiciens, le parcours des parents qui accompagnent les enfants, c'est pas rien. Donc 4 et 2 qui ont fait de la musique mais qui ont fait d'autres choix. D'accord. Qui ont plutôt eu envie de faire autre chose. Oui. Alors, est-ce que toi, à un moment donné, tu as hésité entre la musique et autre chose, ou est-ce que ça a toujours été ça et rien d'autre ? J'ai eu une phase de rejet à l'âge de 16 ans, et puis les événements de vie qui m'ont inquiété autour de la musique, l'observation des grands frères et sœurs aussi, je voyais comment ça évoluait. Voilà, j'ai beaucoup observé et je me suis dit, j'aime beaucoup ça, mais j'aime pas que ça. Ça me suffit pas. Donc j'étais intéressée par le son et de devenir ingénieur du son. Ça a fait partie de mon parcours aussi, mais je l'ai pas fait tout de suite. J'ai d'abord fait des études scientifiques. J'ai envoyé valser le violoncelle à l'âge de 16 ans et demi, au moment où on finit le conservatoire. Et j'y suis revenue en faisant mes études. Je passais tous les jours devant une école de musique. J'étais à Paris. Et j'ai été happée. Je pouvais pas faire autrement. Et j'ai appelé ma grande sœur. Je dis oui, qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit ça tombe bien, c'est une école où il n'y a pas de limite d'âge. Si t'as envie d'y retourner, tu peux y retourner, ils te prendront. J'ai dit j'y vais. J'ai appelé le prof de violoncelle. J'hésitais avec la contrebasse pour aller un peu vers le jazz. Il y avait déjà des envies d'aller vers le jazz. J'ai appelé le prof et donc il m'a dit ok, bingo, viens. J'ai passé l'examen sans répéter avec l'accompagnatrice et ils m'ont dit
on te prend, quoi. Et là, j'ai travaillé pendant des heures pour retrouver un niveau. Et surtout, c'est pas un niveau qu'on retrouve, c'est autre chose qu'on trouve. Oui, peut-être c'était nécessaire de s'arrêter à un moment donné pour mieux y revenir. Ça m'a permis de réfléchir, de mûrir des choses, de me rendre compte que c'était un besoin vital. Oui. Et puis, de prendre du recul par rapport à tout ce que j'avais emmagasiné depuis la petite enfance. Je pense que quand on commence très très tôt et qu'on ne va pas jusqu'au bout du cheminement, il y a des choses qu'on digère mal. C'est un peu tôt. Voilà. Oui. Moi, je suis pas trop pour faire démarrer les enfants si tôt sur des instruments comme ça. Oui. C'est quand on me propose, quand on me demande, je suis assez réticente. D'accord. Je pense qu'il faut, on peut baigner dans ce milieu, mais laisser les enfants jouer, s'amuser, choisir. Et j'ai des exemples, une élève qui a démarré comme ça à 8 ans, et là, qui va devenir professionnelle. Mais c'est son choix, ses parents ne sont pas musiciens. Oui. Et elle n'a jamais eu besoin de travailler avec ses parents, en fait. Ça vient d'elle. Sûr. Donc, voilà. Je pense que j'ai vécu un peu cet avantage de commencer tôt, mais aussi ce besoin de rejeter à un moment. Oui, parce que tu n'avais peut-être pas totalement le choix de ne pas faire de musique, quoi. Non, et je voulais faire de la voile en même temps. Ah, voilà, d'où le Vendée Globe par la suite. Je voulais faire du sport. Voilà, tout a été cohérent sur le long terme. C'est un long chemin. D'accord, comme les longues traversées. C'est un cheminement, mais assez logique quand on regarde en arrière. Donc, il y a eu cette contrariété, alors que finalement, la voile, c'est un milieu sonore. On navigue avec l'essence, avec le son, avec la musique des voiles. On n'y pense pas, c'est vrai, à première vue, mais oui, effectivement, quand tu le dis, on imagine bien la mer, les voiles. On se repère beaucoup au son. Au sens, donc en fait c'est aussi un sens musical, et la musique peut se trouver dans d'autres activités que dans la pratique instrumentale. Oui, alors si je reviens chronologiquement à ces années, donc qui sont à nouveau des années de formation dans une école de musique, ça va durer combien de temps avant d'en sortir et de te dire bon, maintenant je vais voler de mes propres ailes et j'en fais ma vie, mon gagne-pain? Alors, quand j'ai redémarré à Paris, c'était évident que j'allais en faire, mais j'allais en faire en faisant aussi une formation de preneur de son, que j'ai fait à Strasbourg, mais une formation dédiée aux musiciens. Donc, j'ai pu faire cette double formation. Donc, je suis partie à Strasbourg. Ça a été encore un chemin long, parce qu'il a fallu reprendre des études. Mais avec le violoncelle, ça, j'ai plus jamais lâché. Et au début, c'était financièrement, c'était pas forcément la musique qui me permettait de vivre. Oui, ça se saurait, hein. Y avait peu de demandes de cours de violoncelle. Oui. Ce qui est devenu, ça s'est inversé depuis quelques années où il y a forte demande en cours. Oui. Et puis ensuite, en travaillant donc dans les milieux du spectacle et de l'audiovisuel, souvent ils m'étaient aussi demandé de jouer dans les musiques de films. Ça a permis de faire des rencontres qui m'ont permis de jouer avec des groupes de pop, d'ouvrir. Et puis au fur et à mesure, j'ai équilibré le temps entre la partie son, qui me tient aussi à cœur, et aussi, il ne faut pas se le cacher non plus, financièrement parlant. Ça permet de vivre plus facilement. Et puis les 3/4 du temps, c'est la musique. Oui, puis quand tu enregistres des musiciens, tu sais de quoi tu parles. Oui, quand je travaille en studio, c'est ça. Je peux me mettre à leur place. Oui, tout à fait. Alors, comment s'est fait la bascule, comment s'est fait le passage entre la fin de cette nouvelle formation, ce retour à l'instrument, et la professionnalisation? Est-ce qu'il y a eu une expérience ou quelque chose qui a été le déclencheur, et à partir de quoi c'est parti? Une rencontre marquante, un spectacle qui a été particulièrement important? Comment ça s'est passé? Ça, c'est une question piège. Je réfléchis parce qu'il y a eu des années de questionnement. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, et si je fais ça, je fais pas ça, et si je fais pas ça, je fais ça. Et il y a eu tout le temps pendant. Il y a un moment, en effet, ça a basculé. Mais il y a peut-être eu un événement particulier ou... Alors, il y a eu l'arrivée de mes enfants. Ouais.
où là, je me suis dit, je me pose, j'arrête de courir partout. Et j'ai refait un point et j'ai dit, en priorité, après eux, c'est la musique. D'accord. Et donc de là, j'ai refait une autre formation pour travailler en milieu de la santé en tant que violoncelliste. Oui. Alors, milieu de la santé en tant que violoncelliste, est-ce que tu peux expliquer un petit peu Alors, c'est un... Alors, en tant que musicienne et chanteuse, normalement, et même c'est le chant qui est un peu mis en avant dans les milieux de la santé. D'accord, parce que tu chantes aussi, alors. Ouais, je chante un petit peu, mais là, du coup, pour les milieux de la santé, je m'y suis mise énormément. Oui. Et avec le violoncelle. Je me suis accompagnée avec le violoncelle. Donc, ce sont des musiciens, en fait, qui interviennent principalement en EHPAD, Oui. pouponnières, dans les milieux du handicap. Oui, et en fait, avec une formation particulière. avec une c'est ça. formation Oui, oui, particulière. Et on reste artiste, Oui. formé pour l'occasion. On n'est pas D'accord. musicothérapeute. Oui. Et vous passez dans les chambres, par exemple, pour proposer de la musique aux résidents. C'est ça. On se dirige dans les chambres, là où les personnes sont les moins... sont les plus isolées en général. Oui, on est les appelé moins vraiment autonomes, dans ouais. les cas les plus isolés. Oui. Et donc, je l'ai fait avec le violoncelle pendant 10 ans. D'accord. Ce qui a été une ouverture aussi pour le département, parce qu'il n'y avait pas eu de violoncelle comme ça avant. Oui. Tu veux dire le département Meurthe-et-Moselle 54, qui est très engagé par rapport à ses actions. Donc tu as dû travailler à l'époque avec l'agence musicale du département. À C2M, ouais. Et ensuite avec Myriam Louili. C'est ça. Voilà. C'est avec elle que j'ai démarré. Ouais. Effectivement, ce que tu me disais me fait penser aux expériences qu'elle a pu conduire et notamment un très beau documentaire, je le signale entre parenthèses, qui a été fait par le conseil départemental sur la musique en EHPAD. Voilà. C'est ça. Donc j'ai fait ça pendant des années en parallèle des concerts qui m'étaient proposés, des projets divers et variés. Et ça m'a permis aussi d'être avec mes enfants, qui était pour moi une chose très très importante. Et de les amener eux aussi à faire de la musique et du sport. D'accord. Mais alors, là, on n'est pas directement sur une scène de concert avec un public. Donc, j'imagine qu'il y a aussi dans ton activité, enfin, j'imagine pas, je sais qu'il y a aussi un travail plus, je dirais, conventionnel, plus dans peut-être le stéréotype qu'on a du musicien en seul ou en orchestre. Est-ce que c'est aussi une expérience que tu as poursuivie ou est-ce que tu as construit ta carrière uniquement sur des expériences un peu en dehors de la scène, en tout cas de la scène classique telle qu'on se l'imagine? Donc j'ai aussi une expérience en orchestre. Oui, j'ai fait des remplacements. J'ai été appelée pour des remplacements en orchestre. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ça fait partie de moi aussi, de mon passé, de mon présent. C'est pas ce que je fais en priorité. Ouais. Je fais plus des scènes de cirque, les arts du cirque, des scènes avec des musiciens de rock. Ouais. Et là, on est vraiment dans des concerts sur scène. Des scènes en solo aussi, je suis appelée pour des projets en solo. Donc j'ai un projet qui s'appelle le Jardin musical de Sarah, mais que j'adapte à chaque lieu en fait. En général, je m'inspire des lieux et là, je me produis en solo, soit un répertoire classique, avec aussi des compositions personnelles et un répertoire très ouvert sur les musiques du monde et les musiques folkloriques. J'aime beaucoup. Oui, donc on a bien compris que tu n'aimes pas les sentiers battus. Je n'aime pas les sentiers battus. Tu aimes bien sortir des sentiers Alors, disons que je suis faite comme ça. Ouais. Je suis souvent, en marge, avec ma bonne formation. Par contre, on disait, j'ai vraiment reçu cette formation qui me permet de jouer avec tout ça. Je m'amuse de tout ça. Je m'amuse un peu de ce que j'ai reçu. Alors, je ne sais pas si quelque part, je fais des clins d'œil aux gens qui, à l'époque, il n'y a pas eu que des choses très sympas dans mon parcours. Parce que ça m'arrivait de rire sur scène, d'être souriante. J'avais pas ce stéréotype il m'est arrivé de rire et puis j'ai été recalée. Hein. Mais oui, j'ai un diplôme que j'ai pas eu parce que j'ai rigolé. Ouais, ça, Mais bruyamment peut-être. Non. C'est juste la pianiste qui a continué, qui s'est accordée, mais qui a oublié de démarrer avec nous, qui a continué à s'accorder.
pendant qu'on a démarré notre trio. Moi, j'ai essayé de contenir mon rire, mais j'ai été recalée à mon examen à cause de ça. Et dans ma spécialité, qui est quand même la musique de chambre, qui est quand même ce que je... Voilà. La musique de chambre, ça rigole pas. Dans le milieu classique, ça ne rigole pas, sauf que maintenant, on nous demande de faire des projets beaucoup plus transversaux. Ouais, bien sûr. Et là, ce que je fais actuellement, donc faire partie d'un quatuor à cordes avec 2 acrobates sur scène dans une compagnie de cirque qui est très connue. Ouais, bah, tu peux donner les noms. Hein, ouais, donc c'est la compagnie L'Oublié Raphaël Boitel. Le spectacle s'appelle 1 contre 1 musique en live. Ouais. C'est du haut niveau. Et en fait, c'est rigolo. Moi, on pousse vraiment le niveau musical, le niveau aussi comédien, parce qu'on a une attitude sur scène à avoir. On joue, on est tout le temps synchro avec les acrobates. Donc, on reçoit des clics dans les oreilles. Ah oui. On se déplace sur scène, on joue avec les lumières. Donc, c'est un musicien complet. Oui. Et comme tu dis, on va au-delà de juste s'asseoir et se produire et jouer face à une partition. Oui, donc j'imagine que tu es plutôt en recherche de projets un peu innovants qui amènent du côté du théâtre ou de formes musicales pas forcément conventionnelles par rapport à l'image que l'on a de l'instrument. Et c'est quelque chose qui relève d'un panorama plutôt ouvert, ou est-ce que c'est difficile de mener des expériences, de trouver des projets dans lesquels tu puisses justement t'épanouir avec ta personnalité? Alors, je suis appelée en général pour ça. Ouais. Les gens, quand ils recherchent un peu un musicien atypique, ils savent à qui s'adresser. En fait, il y en a quelques-uns. Après, quand ils veulent vraiment le musicien classique pour un projet très classique, l'orchestre, ils savent aussi qui appeler. On a chacun nos terrains. Donc les gens m'appellent. Moi, je propose des projets aussi, j'en construis. Je peux répondre à des appels d'offres. Et puis sinon, j'enregistre aussi mes projets. Et là, je le fais de plus en plus. C'est quelque chose que j'ai accepté de faire, que je ne voulais pas faire avant. Faire des CD, publier ce que je fais. Oui. Pour moi, la musique, elle était éphémère, elle passe, puis elle s'en va. Et on m'a demandé, donc je l'ai fait. J'ai commencé vraiment, je m'y suis mise. Ouais, ça y est. Ouais. Mais alors, quand tu dis que tu construis des projets, c'est-à-dire que tu conçois des projets dans lesquels il y a de la musique, ou des projets musicaux faisant appel peut-être à d'autres formes artistiques. Et dans ces projets, tu joues des partitions existantes ou tu composes toi-même? Alors, il y a différentes choses. Il y a les projets où moi, j'écris de la musique. Oui, donc tu composes aussi. Je compose. Ouais. Soit pour le théâtre, soit pour... là, on parlait du musicien du Vendée Globe, où on a slamé pendant tout un Vendée Globe, et j'écrivais de la musique à distance, et lui m'envoyait sa voix. Donc là, c'était du slam. Donc il y a des parties composition, et sinon, il y a des compositeurs qui écrivent pour moi, des musiciens aussi qui écrivent, et j'interprète leur composition. Des fois, on va sur scène. Ouais. Ça peut arriver. Donc avec Pierre Zimmer, on le fait. Il écrit des musiques pour violoncelle et accordéon. On a enregistré un CD ensemble, et ça nous arrive de nous produire avec un spectacle qui s'appelle Domaine de l'étrange, où là on joue dans un cimetière. Ah oui. Enfin, un faux cimetière. Il a été construit par une artiste. Ouais. Donc il y a toujours ce côté musique qui est quand même difficile à jouer, mais toujours une mise en scène. D'accord. Et est-ce que tu as un répertoire de prédilection? Est-ce qu'il y a, ou un genre musical plutôt, je sais pas, jazz, musique improvisée, rock, puisqu'on a parlé de tout ça? Alors j'aime beaucoup toutes les musiques improvisées. J'ai eu aussi un parcours à Nancy à la MJC Lillebonne avec les improvisateurs, où j'ai pris des cours d'improvisation, et là ça m'a donné des codes que j'avais pas. J'ai pris aussi un peu quelques cours de jazz, mais j'ai pas assez poussé la chose, mais je suis très imprégnée par ces courants et cette liberté de jouer en fait, mais qui nécessite à nouveau des codes.
Bien sûr. faire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Donc tout ce qui est musique improvisée, à sonorité jazz, rock. D'accord. Ce petit mélange me plaît beaucoup. Oui. Et sinon, je joue, oui, avec des musiciens de rock très régulièrement. D'accord. Dom Colmé, Jérôme Didlot dans Orwell. Ouais. Et puis, il y a la chanteuse Cole aussi, pour qui j'ai joué pour son album. Voilà, pas mal de groupes de la région, en fait. Ok. Pour qui je joue. Très bien. Culture partagée sur RCN avec Gilles Lossoroy. Nous venons d'entendre, Sarah, un de tes morceaux, de tes compositions, qui nous a beaucoup fait rêver, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau ? Donc, ce morceau s'appelle « À la mode perse ». J'ai commencé à le composer en 2014. Et c'était un morceau que je jouais avec ma pédale, en fait, en mode complètement improvisé, et qui s'est construit ensuite au fur et à mesure des années. Et il m'a été demandé, en fait, pour différents projets dans des théâtres, différents théâtres en France, et puis aussi pour accompagner un slam du Vendée Globe avec Sébastien Destrémont, on l'a utilisé. Et donc, comme à chaque fois que je faisais un projet, que j'étais libre de proposer une musique, je le proposais. On faisait souvent les ouvertures et les fermetures avec. Et le public me demandait où est-ce qu'on peut le trouver, quoi. Je disais nulle part, en fait. Je n'étais pas encore capable de poser, d'accepter. Je voulais pas. Pour moi, c'était la vie de la musique. C'était, elle vient, elle passe, elle s'en va. Comme le vent. Peut-être. Et on m'a dit, mais non, ce serait bien, nous on le veut. Donc l'année dernière, je suis allée en studio chez Jean-Pascal Beaufoy, à Clouanges, avec qui je travaille depuis des années, un super ingénieur du son et musicien. Et donc, on a passé une journée, on l'a enregistré. Il m'a beaucoup aidé ensuite pour toute la partie diffusion, parce que je connaissais pas trop les plateformes de diffusion. Il m'a vraiment aidé là-dessus et je l'en remercie parce que on l'appelle Jean Papa et on l'appelle comme ça, pas pour rien, parce que c'est vraiment notre Jean Papa. Eh bien, on le salue. Ouais. Et donc, je retourne en studio avec lui d'ici 2 semaines pour enregistrer d'autres compositions personnelles. Là, j'ai décidé maintenant de continuer à le faire. Voilà, donc on peut t'entendre sur les réseaux sociaux, sur le net, YouTube, Spotify, tous les... Voilà, donc on cherche Sarah Tanguy et... À la mode perse. À la mode perse, et on peut le réécouter tant qu'on veut. Voilà, c'est ça. Formidable. Et tu as pensé déjà à sortir un CD peut-être, ou un objet moins dématérialisé pour le vendre à la fin des spectacles, des concerts ou... C'est en cours, c'est justement en projet. Là, une fois que je vais aller en studio avec Jean-Pascal, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. J'aurais aimé faire un vinyle, parce que je trouve l'objet magnifique et c'est le son de mon enfance. Oui. C'est le son que beaucoup de personnes aiment et actuellement, c'est en train de revenir sur la scène et à mon grand bonheur. Et donc, le problème du vinyle, c'est que ça coûte très cher et que le délai d'impression est long. Donc, on va faire un CD. Et il y a un autre objet que je ne révèle pas encore. Il y a l'idée d'un deuxième objet en parallèle. Voilà, qui serait une sorte de carte visite sonore. D'accord. Pareil, un objet un petit peu original. Je pense que ça se fera. Très bien. Et pour la partie graphisme aussi, parce que tout ça se fait pas tout seul. Donc, je travaille avec Françoise Chamagne, artiste plasticienne de Nancy. C'est une amie que j'ai connue dans la musique improvisée et qui est aussi graphiste, plasticienne. Donc, c'est vers elle que je vais pour ça. Bon, tout ça est un grand travail d'équipe. C'est un grand travail d'équipe, exactement. On n'y arrive pas tout seul. Alors, est-ce que tu te produis parfois aussi en tant que musicienne pour des spectacles en solo, uniquement avec tes compositions, c'est-à-dire un concert Sarah Tanguy? Un concert Sarah Tanguy, alors en solo, complet, je ne l'ai pas encore fait. Ce sera peut-être la prochaine étape. Voilà, avec un album live à la clé. C'est ça, on y va tout doucement. Ouais. Voilà, il y a des gens, ils vont un peu plus vite, moi j'y vais un peu plus lentement et je crois qu'il y a aussi un côté pudeur. Ouais.
une grande pudeur de faire ça. J'aime bien m'associer à d'autres. Très souvent, il y a mes compositions, je compose de plus en plus, pour des interludes, pour des travails avec des poètes, Là, j'ai une proposition avec une illustratrice de BD, des choses comme ça. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, tu as parlé d'associer ta pratique musicale au théâtre, au cirque, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres instruments avec lesquels tu aimes associer le violoncelle de manière privilégiée, pas simplement dans l'orchestre? Ouais, j'aime beaucoup avec la guitare électrique. Ouais. Ouais. Guitare électrique, à une époque, les saxophones aussi, j'ai beaucoup joué avec des saxophonistes. Oui. Là, c'était plus mode improvisé. Avec l'électronique. Oui. J'aime beaucoup le mélange violoncelle électronique. Oui. Et toi-même, tu as recours dans ton jeu, on l'a compris, tu nous l'as dit un petit peu déjà tout à l'heure, mais tu as recours souvent à l'électronique, à des effets de samples ou de superposition, de couches sonores, etc. Ouais, en live, j'utilise une pédale sur laquelle je superpose des sons, une petite pédale de délai, ça c'est mon effet favori. C'est vraiment un jeu exceptionnel. Et en studio, donc chez moi j'ai un ordinateur, j'ai un petit studio, j'aime bien jouer sur quelques effets, trafiquer le son du violoncelle. Ouais. Ouais, donc tu vas aussi au-delà des limites propres de l'instrument. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu as dit que tu avais fait un rejet du violoncelle. Est-ce que tu as été tenté par d'autres instruments ou est-ce que de temps en temps, tu taquines d'autres instruments que le violoncelle? Non. J'ai de loin la contrebasse pour le côté jazz. Oui, on n'est pas très très loin. Mais je me suis rendu compte qu'avec le violoncelle, on pouvait faire du jazz. Très jeune, j'écoutais des violoncellistes jazz, style Ron Carter. Voilà, j'essayais de faire pareil. Donc, non, j'ai cette relation au violoncelle, c'est comme un doudou en fait à vie. Après, il y a le chant. J'aime beaucoup chanter. Ouais. J'en ai fait un petit peu en école, en conservatoire, mais j'utilise le chant et je dirais que s'il y avait un autre instrument, ce serait le chant. Mais associé au violoncelle ou indépendamment du violoncelle? Moi, au violoncelle avec le chant. D'accord. Tu ne chantes pas sans ton violoncelle? Si, ça arrive. Ça arrive. Ça peut arriver, oui. Parce qu'il est enregistré. Des fois, t'as tout compris. Okay. Ou je prends un ukulélé pour m'amuser, mais c'est tellement pas... Je suis pas dans la même sensation. C'est vrai que j'ai ce côté sensitif et j'ai besoin de ressentir des sensations que j'ai avec le violoncelle. Et voilà. Et au moment du rejet, il y a eu quand même une phase, les percussions. Ouais. J'ai pensé aux percussions en conservatoire et j'ai pas osé le dire et le demander. Ça m'aurait plu, le marimba. Oui, ça change complètement là. Ouais. Dans ta pratique du violoncelle, entre le classique, et j'imagine que la formation que tu avais reçue dans un premier temps était quand même plutôt classique, je pense, et ensuite l'ouverture vers d'autres formes comme le jazz, comment tu le vis? Est-ce que c'est des univers, pour toi, c'est la musique et point, et c'est la même chose? Ou est-ce que ce sont des univers très différents par rapport à l'instrument? Alors, comme tu dis, pour moi, c'est la musique au sens large. En fait, je suis une musicienne ouverte à tous les styles. Après, ce sont des codes particuliers. C'est une technique de jeu particulière. Qui diffère à chaque fois. Ouais, c'est quand même différent. On peut s'amuser comme ça à imiter en 5 minutes, mais si on veut pousser le truc, ça nécessite à nouveau quand même de travailler. Après, il y a l'exigence du musicien classique qui fait qu'on a du mal à faire autrement aussi. Oui. On a tellement poussé le truc dans un domaine que si on va dans un autre, on n'a pas envie d'être que superficiel. Si on en fait, on va le faire bien. On va essayer de le faire bien. Ouais. Après, il y a aussi des compositeurs classiques, des musiciens classiques qui ont ça en eux, qui sont improvisateurs. Oui. De manière innée. Même dans le baroque, il y a sont des musiques avec beaucoup d'improvisation. Même Bach, c'est fait pour improviser. Oui. Donc, est-ce que j'ai été portée par ça? C'est l'univers parental aussi, je pense.
qui a été très ouvert. Ils nous ont ouvert à tout style de musique. Ouais. Il y avait la musique au sens large. Culture partagée sur RCN avec Gilles Lossoroy. Après cette pause musicale, nous retrouvons mon invitée Sarah Tanguy qui va nous dire quelques mots sur ce que l'on vient d'entendre. Donc c'est un album écrit par Hank Roberts. Oui. Green, c'est le morceau d'un album qui s'appelle Long Walk. Voilà, long chemin. Et c'est un peu un long chemin, comme la vie est un long chemin. Et donc c'est un compositeur et violoncelliste américain que j'admire depuis des années, qui m'inspire, c'est un peu un guide aussi qui permet de me donner confiance, de me conforter dans ce que je fais, de me dire on peut faire plein de choses. Des fois il joue avec des baguettes chinoises, il chante sur scène, il joue du violoncelle, il joue en pids, beaucoup d'accompagnement jazzy en fait. Est-ce que c'est on entend dans le morceau que vient d'entendre une dimension un peu méditative qu'on avait aussi dans le morceau précédent qui était ta composition. Est-ce que c'est ça qui fait le lien entre ton univers et son univers ou pas seulement ? Ouais, je pense qu'on est assez raccord sur le côté planant, mélodieux, improvisé, parce que c'est un improvisateur. Bon, là, c'est un morceau qu'il a posé, écrit, et qui est un peu plus... J'ai choisi un morceau plus calme, en fait, de lui, parce qu'il y en a d'autres où c'est beaucoup plus rythmé, plus jazzy. Ouais. Mais je pense que il m'a beaucoup inspiré dans mes compositions. Ouais. Alors, on a parlé à plusieurs reprises, sans entrer vraiment dans le vif du sujet, du Vendée Globe Challenge et de Sébastien Destremo. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous parler de cette aventure singulière, parce qu'on n'associe pas forcément le violoncelle au Vendée Globe. Donc, comment ça s'est passé et quelle forme cela a pris ? Donc en fait, j'ai rencontré Sébastien autour de son livre qui s'appelle Seul au monde. C'est le livre qui, oui, c'est vraiment un livre phare, si on peut dire le mot phare dans la voile, qui a changé ma vie. Ouais. Et s'il y en a bien un à retenir, c'est celui-là. Voilà. J'ai lu ce livre il y a quelques années, à un moment où j'avais besoin de faire un break avec beaucoup de choses. Et donc, dans ce livre où il fait le récit de son premier Vendée Globe, il parle de violoncelle et il compare la coque du bateau à un violoncelle. Mmh. Et donc, il donne beaucoup d'éléments aussi qui résonnent en moi. Et on a eu l'occasion de se rencontrer et puis de se dire on va travailler ensemble. Mais avant le Vendée Globe, où on a pu travailler ensemble au théâtre Le Liberté à Toulon, où il fait le récit de son Vendée Globe. Oui. Et où là, j'avais carte blanche pour la musique. Et on a démarré comme ça une collaboration. Et ensuite, quand il est parti sur le Vendée Globe, son deuxième Vendée Globe, il m'a contacté et il a eu envie de poursuivre la collaboration, moi aussi, mais depuis la mer. Ah oui. Ouais. Donc il était embarqué sur son Vendée Globe. Et moi, j'étais en Lorraine, chez moi. Je crois que c'était le premier confinement en plus. Ouais. Ou le deuxième, on était dans les périodes, voilà. Et donc, il m'a commandé de la musique à distance, j'ai dit ok. Et on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, on a fait régulièrement, on a publié ensemble des slams en fait. Donc je composais, j'étais très très inspirée par ce qu'il vivait, par ses textes, par les sons qu'il m'envoyait de la mer. Ah oui, donc il enregistrait les sons de la mer, c'est ça ? En fait, de temps en temps, il m'envoyait des sons de la mer ou il m'envoyait, pour me faire plaisir, les sons du bateau. Donc moi qui suis fan de voile et qui en fait toujours, j'étais complètement embarquée en fait par son aventure. Et puis surtout, il m'envoyait des textes régulièrement, écrits soit par son collaborateur de la personne qui écrit les textes ou sa nièce, donc qui un jour a envoyé un texte... On s'était mis d'accord sur les enfants un peu placés par la justice. Voilà. D'accord. Et tout ça, toujours dans le cadre du Vendée Globe, ou c'était autre chose qui est né de cette collaboration qui s'est déroulée aussi pendant le Vendée Globe ?
Alors, toutes les premières collaborations ont eu lieu dans le cadre du Vendée Globe. C'était publié dans ce cadre-là. Donc, on avait aussi des conditions. On pouvait envoyer... moi, je renvoyais la musique avec sa voix et lui pouvait envoyer que du bateau. Si on était publié dans le cadre du Vendée Globe. Ensuite, il a arrêté le Vendée Globe. Il s'est retiré de la course et on a continué à travailler indépendamment du Vendée Globe. D'accord. Sur son retour, on a continué. Ouais. Et alors, ce que vous avez créé ensemble, on peut l'entendre aussi sur YouTube ou ailleurs, ou où est-ce qu'on peut l'entendre ou pas déjà? Oui, ça a été publié régulièrement. Il suffit de taper Sébastien Destremo, Sarah Tanguy, Slam du Vendée Globe, et il y en a toute une série. Bon, on en écoute un là maintenant? Par exemple. Eh bien allez, c'est parti. Alors sur une musique composée et interprétée par Sarah Tanguy, je vous propose L'Océan des oubliés, alors que le jour se lève sur l'Indien. Hé gamin, c'est quoi ce vague à l'âme? C'est des fantômes dans tes yeux pleins de larmes? Ce sont tes parents? Seuls, ils t'ont laissé à la merci des vents et des marées. Hé gamin, c'est quoi? Le bisou du soir, faudra faire sans. Pas assez d'amour pour jeter l'encre. Du coup, ton avenir, c'est d'être un cancre. Il se barre sans te laisser de gouvernail. Avec le temps, forcément tu dérailles. Eh gamin, c'est quoi? Le bisou du soir. Faudra faire sans. Tu subis la dérive des placements. T'es jamais en tête d'aucun classement. Il faudra l'endurer, cette maltraitance. La trouver au fond, cette résilience. Eh gamin, c'est quoi? Les bisous du soir, tu pourrais l'avoir. Je sais, mon grand, que t'as fait naufrage, mais tu découvriras d'autres rivages. Ouvrir ton cœur n'est jamais une erreur. C'est le seul moyen de noyer tes rancœurs. Eh gamin, tu sais quoi? Le bisou du soir, tu pourrais l'avoir. Je dis pas ça pour le baume au cœur. Juste, c'est beau d'aimer et d'avoir peur. J'ai décidé de slammer pour les mal-aimés. Et de faire vibrer l'océan des oubliés. Eh gamin, tu sais quoi? Le bisou du soir, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Très beau moment, très spirituel. Là encore, on retrouve cette touche qu'on a déjà dans les deux précédentes. Il y a quelque chose de très fort du côté de la spiritualité dans tes compositions. Oui, c'est possible. Ouais. Est-ce que j'ai grandi dans un milieu où on pratiquait? Ouais. Je ne sais pas, il y avait une certaine foi, en tout cas foi dans l'humain, dans des choses comme ça, il y a une profondeur spirituelle. Oui, on sent qu'on est porté par un souffle de toute façon.
Merci. Je crois. Mais je t'en prie, je pense que tout le monde sera sensible à ça, mais ça me semble en tout cas assez évident. Alors, tu nous as parlé du Vendée Globe, tu as apporté le livre de Sébastien Destremaux. Je vois que tu as apporté aussi d'autres ouvrages, ce qui n'est pas commun quand on est invité à venir parler à la radio, de venir avec des livres. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu as apporté ces livres et quels sont ces livres et pourquoi ils sont là, quoi? Oui, ce sont des livres qui m'accompagnent. C'est un peu le hasard de ce voyage que j'ai fait à Sète, là, il y a quelques années, où j'ai acheté le premier livre de Sébastien Destremaux, parce qu'il en a écrit d'autres, et où j'ai eu aussi l'occasion, sur le même séjour, de rencontrer un des biographes de Victor Hugo, oui, qui m'a offert le livre Adèle, l'autre fille de Victor Hugo, où ça parle aussi de naufrage, de traumatisme autour de l'eau. Et en fait, c'était une musicienne et compositrice, oui, mais moins connue que sa sœur. Oui, Léopoldine a été Voilà. davantage évoquée par son père, bien sûr, que Voilà. Adèle. Un petit peu cette sœur dans l'ombre. Donc, je suis restée aussi longtemps en contact avec cet écrivain. On a beaucoup échangé autour Ouais. de Victor Hugo, alors que je ne connaissais pas plus que ça, mais je suis allée le voir sur une conférence, parce que cet auteur a écrit aussi sur Pablo Casals, qui est un violoncelliste, pareil, que j'admire pour ce qu'il a fait côté violoncelle, mais aussi côté humain et les valeurs qu'il a défendues pour son engagement. Et donc, on a énormément échangé autour de tout ça. Donc, voilà, c'est le deuxième livre qui fait partie de cette transition de vie. Oui. Et en même temps que j'avais trouvé le livre de Sébastien Destremaux, j'ai acheté un livre qui s'appelle Les parapluies d'Éric Satie, de Stéphanie Calfon. On revient à la musique, là. Voilà. Les trois sont sur la musique et voilà, c'est comme si c'était... c'est inconscient, je pense que ça se fait tout seul. Genre, dans une librairie, je vais dans un musée, je tombe sur un écrivain qui finalement écrit sur Pablo Casals. À chaque fois, voilà. Il y a quelque chose en rapport avec la musique. Et en tout cas, ces trois livres m'ont porté à ce moment-là et m'ont aidé à me dire, maintenant, voilà, tu y vas. Tu oses, tu écris, tu vas au-delà encore, tu passes dans une autre phase de vie. Mais qu'est-ce qui, par exemple, t'a fait porter ton choix ? On peut imaginer que, Victor Hugo, voilà, c'est le nom de Victor Hugo. Mais sur le plan musical, Éric Satie, c'est le nom du compositeur qui t'a attiré vers ce livre ? C'est plus le nom que sa musique qui est très belle, mais c'est plus le nom. Et j'ai découvert son histoire aussi, qui est plutôt triste en fait. Il vivait dans sa chambre et je me suis dit, waouh, s'il faut en arriver là pour faire de la musique, quoi, tomber aussi bas. Comme Adèle, elle est tombée très basse aussi, elle a été très malheureuse. Ce ne sont pas des gens qui ont un parcours très heureux, en fait. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut en passer par là pour... Malheureusement, peut-être, ça peut passer par là, mais... ça permet d'aller chercher dans les profondeurs et de sortir... En tout cas, la musique permet de sublimer quelque chose. En tout cas, voilà, on sublime aussi une souffrance. Je pense, pour écrire, on va chercher loin. Après, est-ce qu'il faut tomber là-dedans ? Je pense que c'est la société aussi qui fait que la condition des compositeurs, des musiciens, qui n'est pas très bonne. Oui. Ça, c'est dommage. Mais est-ce qu'il faut tomber dans ces états-là pour en arriver là ? Je ne sais pas. Et à cette réponse, justement, j'avais vu aussi, un petit peu avant, Marc Vella, un pianiste nomade, qui faisait une conférence, et une copine qui m'a emmenée. Elle savait que j'étais dans une phase où je me posais plein de questions. Et elle m'a emmenée voir l'éloge de la fausse note. Et il raconte tellement bien les choses, il joue tellement bien. Il a aussi un univers un peu planant, libre, planant, et au-delà des codes sociaux de la société, que son livre m'a aussi marqué et est aussi porteur là, pour tout ce que je fais depuis... X années. Donc c'est une fausse note qui n'est pas exclusivement musicale, si je comprends bien. C'est une philosophie. En fait, c'est une philosophie. Il explique la fausse note qu'on a tous fait un jour ou l'autre et on a tous été marqués et on a eu du mal à s'en remettre. Mais il explique pourquoi on a fait cette fausse note. Et c'est aussi une métaphore de la fausse note de la vie. D'une manière générale, tu es venu avec 4 livres.
tu es quelqu'un qui te nourrit beaucoup à la littérature ou c'est vraiment uniquement parce que ce sont ces quatre ouvrages? Alors, je lis des livres régulièrement, par phase. Il y a des phases où j'ai envie, des phases où j'ai pas envie. Là, actuellement, je lis un livre sur un chien, la relation d'un homme à son chien, son odeur après la pluie. Oui. Donc, j'avais envie de lire ce récit parce que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai commencé à lire très tardivement. Je supportais pas la lecture quand j'étais enfant. Et je m'y suis mise à partir du moment où on a fait de la philo en terminale. D'accord. Là, j'ai commencé à comprendre. Je fais OK. Et un petit peu avant, pour le bac français, où ça a commencé à m'intéresser, ça devenait un peu plus philosophique. D'accord. Voilà, donc je me nourris, oui, je m'apaise, je me nourris et j'écris aussi. Ah, voilà, mais voilà. Ta créativité n'a donc pas de limite. Si, quand même, mes nuits. Mais la nuit, tu rêves de ce que tu écris. Exactement. C'est vrai? Ah oui, non, mais c'est... Je suis obligée de couper tout si je veux me reposer, ouais, bien sûr. Ah oui. Donc, oui, j'ai une nouvelle en cours d'écriture depuis un certain temps et on verra. C'est un peu comme le morceau à la mode perse, j'ai mis du temps à le poser et prochaine étape, ça va être de publier les écrits. Ah, eh bien, écoute, je t'inviterai dans ce cas-là comme auteur, comme autrice. Hein. Autrice bébé. Ah oui, littérature pour enfants? Non, dis bébé, c'est moi qui suis... débutante. Okay. Débutante, oui. Bon, bah, écoute, on te portera sur les fonds baptismaux de l'écriture. Voilà. Et le temps est venu de nous quitter. Ça a été très court, ça a passé très très vite en ta compagnie. Merci Sarah. Merci Gilles. Et puis au plaisir de t'écouter sur des scènes de musique, de théâtre, de cirque. Et je dis à nos auditeurs, rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Culture Partagée. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org